Lyon, à l'aube du 15 mars 2026. Il est 6h15 lorsque Laurent Wauquiez repose son téléphone après un échange aussi rapide que décisif avec le chef de l'État. À l'autre bout du fil, Emmanuel Macron n'a pas tourné autour du pot. Matignon l'attend. Sébastien Lecornu vient de quitter son poste et, selon le président, un seul homme peut encore empêcher le quinquennat de sombrer. Dans son bureau lyonnais, le patron d'Auvergne-Rhône-Alpes et leader des Républicains laisse apparaître un sourire qu'il ne cherche même plus à dissimuler. Après des années passées à ferrailler dans l'opposition, la récompense suprême semble enfin à portée de main. Ce qu'il ignore encore, c'est que dans exactement 24 heures, cette ascension annoncée se transformera en chute brutale, ouvrant l'un des épisodes les plus humiliants de sa trajectoire politique. Enfin, lance-t-il à ses conseillers rassemblés autour de lui, galvanisés. Le président a compris qu'il ne pouvait plus gouverner sans la droite républicaine. L'atmosphère est chargée d'électricité. Depuis l'annonce inattendue du départ de Lecornu 1 heure auparavant, son téléphone crépite sans relâche. Journalistes, parlementaires, figures du parti, tous veulent sa réaction face à cette tempête gouvernementale. Mais l'appel de l'Élysée a rebattu les cartes. Il se redresse, sûr de lui. « Mes amis, dans 2 jours, je franchirai les portes de Matignon comme Premier ministre. Préparez-vous, nous revenons aux commandes. » Et, à cet instant précis, l'hypothèse paraît crédible. À 49 ans, ancien membre du gouvernement Sarkozy, président de région solidement installé et chef incontesté de son parti, Wauquiez impose son autorité. Sa gestion rigoureuse de la crise sanitaire en Auvergne-Rhône-Alpes lui a donné une envergure nationale, tandis que ses critiques structurées, fermes mais calculées, contre la majorité macroniste ont façonné son image d'alternative sérieuse. Ce soir-là, dans les coulisses de l'Élysée, un conseiller présidentiel se montrait catégorique. Pour Matignon, Wauquiez cochait toutes les cases. Figure identifiable de la droite traditionnelle, ancien membre de gouvernement et surtout capable d'apporter dans ses valises les précieux sièges LR nécessaires pour sécuriser une majorité parlementaire. À leurs yeux, le choix était presque évident. Depuis plusieurs semaines déjà, l'idée d'un rapprochement flottait dans l'air politique. La progression simultanée de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon poussait les forces centristes à resserrer les rangs. Le départ de Lecornu tombait à point nommé. Une fenêtre idéale pour transformer les discussions discrètes en alliances assumées. Autour du président, on se prenait même à rêver tout haut. Ce nouveau tandem pourrait offrir la stabilité que le quinquennat n'avait jamais vraiment connue. Certains promettaient la fin des arrangements bancals avec les extrêmes, assurant que le pays méritait un cap plus lisible. À Lyon, la réaction fut immédiate. Wauquiez convoqua en urgence les principaux cadres de son parti. Il ne s'agissait pas seulement d'imaginer la composition d'un futur gouvernement, mais aussi de hiérarchiser les priorités et d'orchestrer soigneusement le récit public de ce rapprochement inédit. Face aux responsables réunis au siège, il adopta un ton solennel. L'instant était décisif pour leur famille politique. Selon lui, l'occasion était unique de retrouver les leviers du pouvoir avec honneur, armés d'un projet cohérent et d'une légitimité assumée. L'enthousiasme était palpable, mais teinté de méfiance. Aurélien Pradier posa la question que beaucoup murmuraient. Et si le président changeait de cap au dernier moment? La réponse de Wauquiez fut nette, presque tranchante. Macron ne disposait d'aucune alternative. Sans l'appui des Républicains, son mandat risquait de s'enliser définitivement. Ce n'était pas qu'un pari audacieux. Les enquêtes d'opinion suggéraient qu'une entente avec LR était la seule configuration susceptible d'assurer une majorité solide à l'Assemblée. Et à l'intérieur du parti, Wauquiez apparaissait comme le seul leader en mesure d'imposer cette stratégie à sa base sans provoquer de fracture majeure. Devant ces cadres, le ton était ferme. Il n'était pas question d'entrer au gouvernement en figurant. Les discussions avec l'Élysée se feraient sur un pied d'égalité. Hors de question de servir de roue de secours. Les Républicains exigeraient des portefeuilles stratégiques, une influence réelle sur les arbitrages et, surtout, la garantie que leur ligne politique ne serait pas diluée. La nuit avançait, mais personne ne quittait la table. Autour de Wauquiez, les dossiers s'empilaient. Architecture du futur gouvernement, priorités législatives, mise en scène médiatique de cette alliance inédite. L'ancien patron de l'UMP, rompu aux tractations complexes, dirigeait les opérations avec une méthode presque chirurgicale.
rien n'était laissé au hasard. Aux alentours de minuit, il déroulait déjà le programme du lendemain comme un chef d'orchestre sûr de sa partition. Départ à l'aube pour la capitale, entretien à 10 heures précises au palais présidentiel pour entériner l'accord, déclaration commune en milieu d'après-midi, puis installation à Matignon avant la nuit. Tout semblait minutieusement planifié, jusqu'au moindre détail. La communication était prête, les rédactions informées en off, la composition du cabinet quasiment arrêtée et les premiers chantiers urgents déjà identifiés. La machine était lancée. Un conseiller le confiait à voix basse. Vauquier évoluait dans son terrain naturel. Ce moment, il l'avait attendu pendant des années. Sa façon de piloter cette bascule donnait l'impression qu'il était né pour occuper cette fonction. Et il faut dire qu'il brillait. Après une longue traversée dans l'opposition, après les revers successifs de son camp, il touchait enfin du doigt la possibilité d'appliquer ses convictions au sommet de l'État. Juste avant de filer vers Paris, Vauquier offrait à la presse régionale une déclaration taillée pour les grands jours. Sa nomination, jurait-il, allait rallumer la flamme chez ceux qui tiennent encore aux valeurs républicaines. Et tant qu'à faire, il glissait au passage le contraste qui va bien. La France, selon lui, n'avait pas besoin d'un gouvernement de belles phrases, mais d'une équipe solide, aguerrie, qui fait au lieu de raconter qu'elle fera. Dans l'avion, l'ambiance ressemblait moins à un déplacement qu'à une montée au sommet. Entouré de ses fidèles, Vauquier avançait porté par l'idée qu'il touchait enfin le cœur du pouvoir. Les journalistes embarqués observaient un homme étonnamment tranquille, presque trop. Calme, sûr, réglé comme une montre, tout indiquait qu'il avait répété la scène. Un reporter de France Inter le résumait d'une formule. Aucun signe de tension, comme s'il était déjà assis derrière le bureau. À Roissy, la démonstration continuait. Caméra, micro, questions en rafale, la haie d'honneur des jours de nomination. Vauquier sortait du terminal, impeccable dans son costume sombre, et distribuait des réponses avec l'aisance de celui qui a appris à parler sans laisser une syllabe dépassée. Sur l'alliance avec Macron, il invoquait l'intérêt supérieur du pays, ce refuge confortable où les querelles partisanes sont priées de rester à la porte. La période est rude, disait-il. Donc il faut savoir rassembler autour de l'essentiel. Sur les premières décisions, il déroulait un triptyque efficace: économie, sécurité, réconciliation nationale. Et il revenait, comme un refrain, à sa petite musique. La France mérite un exécutif qui agit, pas un exécutif qui se contente d'occuper l'espace médiatique. Tout était calibré, les mots choisis, les silences, le tempo. À ce moment-là, il donnait l'impression d'un Premier ministre déjà en exercice, parfaitement à l'aise avec les codes, les caméras et les enjeux. Cap sur le palais présidentiel. Nous sommes le 16 mars 2026, il est 9h30, et Vauquier franchit les grilles avec une avance soigneusement calculée, un quart d'heure avant l'horaire prévu. Un détail? Pas vraiment. Dans ce genre de rendez-vous, chaque minute raconte quelque chose. Hors de question de faire patienter le chef de l'État. À l'accueil, un huissier glisse avec malice « Voilà, monsieur le Premier ministre », ou presque. Vauquier accueille la remarque d'un sourire tranquille. La nuit a été courte, mais studieuse. Dossiers passés au crible, arguments affûtés, scénarios envisagés, questions anticipées. Il ne vient pas improviser, il vient conclure. 2 heures sont inscrites à l'agenda pour régler ce qui doit l'être. Architecture du futur gouvernement, distribution des ministères clés, feuille de route commune et calendrier parlementaire. Dans ses mains, une chemise épaisse, résultat d'une nuit entière de préparation méthodique. Plus tard, un proche de l'Élysée confiera que Macron a été frappé par ce niveau de maîtrise. Vauquier semblait prêt à tous les cas de figure, à l'aise sur chaque sujet, avec une ligne directrice parfaitement assumée. À 10 heures tapantes, la porte du bureau présidentiel se referme sur les deux hommes. Le climat est courtois mais sans fioriture, on est là pour travailler. Ils savent, l'un comme l'autre, que cette entrevue peut redessiner l'équilibre politique du pays. Macron ouvre la discussion sur un ton chaleureux. Il se dit heureux de voir Vauquier accepter cette responsabilité, insistant sur la nécessité d'apporter de la stabilité et de l'expérience dans une période agitée. La réponse tombe, calibrée.
Servir la République dans des temps troublés est, selon Vauquier, un privilège autant qu'un devoir. Au fil des échanges, tout semblait s'aligner, presque avec une facilité suspecte. Vauquier voyait ses exigences acceptées les unes après les autres. Beauvau pour les siens, Bercy également, sans oublier l'éducation nationale. L'Élysée paraissait disposé à céder sur des points majeurs. Avec le recul, certains analystes diront que Macron, soulagé d'avoir trouvé une issue à sa crise, était prêt à signer bien plus qu'il ne l'aurait dû. Il négociait en position fragile. Puis, à l'instant où l'accord semblait verrouillé, vers 11h30, une sonnerie brisa l'élan. « Le téléphone présidentiel. » Macron répondit. Quelques secondes d'écoute et son visage se vida de sa couleur. Il s'excusa brièvement et s'isola pour poursuivre la conversation. Dans le salon voisin, Vauquier patientait avec l'assurance de celui qui s'apprête à changer de statut. Il envoyait quelques messages, réglait les ultimes détails avec son équipe. Encore quelques minutes, pensait-il, et Matignon deviendrait une réalité. Mais le temps s'étirait. À travers la paroi vitrée, l'expression du chef de l'État trahissait un trouble croissant. L'assurance du début avait disparu. Quelque chose venait de basculer. À 11h45, Macron revint, visiblement déstabilisé. La phrase tomba, sèche. Il y avait un contretemps. Sébastien Lecornu venait de rappeler. Il ne quittait plus ses fonctions. Il revenait sur sa décision. Le choc fut brutal. Vauquier, incrédule, chercha à comprendre. Comment pouvait-on retirer une démission déjà actée? Le président expliqua que l'intéressé avait mûri sa réflexion durant la nuit et décidé de poursuivre sa mission. La protestation fut immédiate, un accord existait, une parole avait été donnée. Mais Macron, embarrassé, tenta de justifier l'impensable. Si Lecornu restait, il lui était impossible de l'écarter. Il maîtrisait les dossiers, disposait du soutien parlementaire nécessaire. La discussion tourna au supplice. Pour apaiser la situation, Macron évoqua une simple remise à plus tard, laissant entendre que l'équilibre pourrait évoluer avant la fin du mandat. La réponse de Vauquier fut glaciale. D'une voix blanche, il souligna l'ampleur des dégâts. Ce revirement ruinait sa crédibilité. Comment expliquer une telle volte-face à son camp, aux médias, au pays tout entier? En quelques minutes, la promesse du pouvoir venait de se transformer en désillusion publique. La réunion s'acheva dans une atmosphère polaire. En quittant le palais, Vauquier n'était plus le favori du matin, mais un homme sonné, partagé entre rage et incrédulité. En quelques instants à peine, la perspective de Matignon s'était dissoute, laissant place à un revers brutal. Le contraste était cruel. Ceux qui l'avaient vu pénétrer dans la cour avec l'assurance d'un futur chef de gouvernement le regardaient désormais sortir, épaules lourdes et regards fermés. Les micros se tendaient aussitôt. Sa nomination était-elle confirmée? L'alliance entre LR et la majorité présidentielle allait-elle voir le jour? Il esquiva, presque figé. Quelques mots secs, prononcés sans conviction, il ne commenterait pas. Puis il s'engouffra dans la voiture qui l'attendait. Mais son silence parlait pour lui. Frustration, colère, humiliation se lisaient sur son visage. Le trajet jusqu'à l'hôtel se fit dans un mutisme pesant. Sur son écran, les notifications s'accumulaient à un rythme effréné. Demande d'explication des journalistes, inquiétude des cadres de son parti, interrogations pressantes de ses collaborateurs. Comment donner du sens à un tel retournement? À quelques heures près, il touchait le poste suprême à Matignon. Et tout venait de s'effondrer, balayé par ce que son entourage décrivait comme un caprice venu d'en haut. Dans les rangs de ses soutiens, le diagnostic était sans appel. Lecornu avait tiré les ficelles, créé une tension artificielle, laissé miroiter une alternance avant de faire volte-face. Un élu LR s'emportait. On ne traite pas la fonction de premier ministre comme un simple levier de négociation. Pour eux, c'était bien plus qu'un revers politique. C'était une atteinte aux institutions elles-mêmes. La chute n'en était que plus brutale que tout avait été mis en scène à l'avance. Les équipes mobilisées, les portefeuilles déjà répartis, les interviews accordées à la chaîne, la machine était lancée. Et soudain, marche arrière toute. À 13h précises, le coup près tombe. Communiqué sec de l'Élysée, Sébastien Lecornu reprend son poste, sa démission n'est plus d'actualité.
Quelques lignes à peine, mais suffisamment tranchantes pour pulvériser les ambitions qui, le matin même, semblaient acquises. Un proche décrira un Vauquier abasourdi. Il avait engagé tout son capital politique dans cette séquence. Voir l'édifice s'effondrer en quelques heures relevait de la gifle publique. À 14 heures, dans un salon d'hôtel parisien transformé à la hâte en salle de presse, il se présente devant une trentaine de journalistes. L'exercice tient de l'équilibrisme. Il faut encaisser, expliquer sans vraiment expliquer et surtout ne pas perdre totalement la face. La voix tendue, il évoque un changement des circonstances. Le Cornu aurait choisi de poursuivre sa mission, décision respectée, officiellement du moins. Mais la salle ne laisse aucun répit. S'est-il fait instrumentaliser? Comment qualifier ce revirement spectaculaire? Les républicains peuvent-ils encore faire confiance au chef de l'État? Les questions s'enchaînent comme des rafales. Chaque interrogation touche juste. Il tente de préserver une posture digne, mais le terrain est miné. Il promet des clarifications ultérieures, renvoyant à plus tard toute prise de position définitive. Le soir même, le verdict médiatique est sans appel. Les unes parlent d'humiliation, de fiasco, d'alliance avortée. Les dessinateurs s'amusent déjà. On le croque-valise à la main devant les grilles de Matignon, comme un invité arrivé trop tôt à sa propre cérémonie. Un éditorialiste résume cruellement la scène. Le syndrome du premier ministre invisible, celui qui aura connu 24 heures d'illusion avant le réveil brutal. Et pourtant, la véritable tempête ne faisait que commencer. Dans les jours suivants, les confidences distillées dans la presse dessinaient un scénario bien plus cruel. Selon plusieurs indiscrétions soigneusement mises en circulation, le Cornu n'aurait jamais envisagé un départ définitif. Dans l'entourage du chef du gouvernement, on parlait d'un simple levier stratégique. L'annonce de la démission n'aurait été qu'un moyen de forcer la main du président, d'arracher des garanties supplémentaires. Autrement dit, un outil de négociation, rien de plus. Ces révélations eurent l'effet d'un second coup de massue pour Vauquier. Non seulement il avait été stoppé net au seuil du pouvoir, mais il apparaissait désormais comme un acteur malgré lui d'une manœuvre qu'il dépassait. Un responsable LR l'admit sans détour. Il avait servi de pièce sur l'échiquier. Le Cornu aurait utilisé son nom pour accentuer la pression sur l'Élysée. Pour les siens, l'humiliation devenait totale. La secousse se propagea rapidement au sein des Républicains. Certains cadres reprochaient à leur chef d'avoir cru trop vite à une promesse encore fragile. Comment avait-il pu se montrer aussi confiant? En politique, rappelait-il, rien n'existe tant qu'aucune signature n'est pas posée. Face à la fronde interne, Vauquier tenta de contenir l'incendie. Devant le bureau politique, il défendit son choix. Il avait agi, disait-il, en pensant à l'intérêt du pays. Refuser une telle opportunité aurait été irresponsable. Mais les critiques ne retombaient pas. Dans les couloirs du parti, certains évoquaient ouvertement la nécessité d'un changement de direction. À leurs yeux, cette séquence avait entamé son autorité. La question murmurée devenait insistante. Pouvait-il encore incarner le leadership après un tel revers? Au sein des Républicains, la fracture était nette. Les soutiens de Vauquier tentaient d'éteindre l'incendie en parlant d'un simple épisode de la vie politique. Un accident de parcours, rien de plus. Après tout, disait-il, les retournements font partie du jeu. Mais dans l'autre camp, les couteaux étaient déjà sortis. Ses rivaux internes flairaient l'opportunité. Pour eux, cette séquence révélait un défaut majeur, un manque de finesse stratégique. Un véritable leader, affirmait l'un d'eux, ne se serait pas laissé piéger de manière aussi visible. Les chiffres vinrent confirmer que le choc dépassait les murs du parti. En quelques jours, sa popularité s'effondra, perdant une quinzaine de points. L'image qui s'imposait dans l'opinion n'était pas celle d'un homme d'État contrarié, mais celle d'un responsable politique manipulé, exposé, affaibli. Un spécialiste des sondages résuma la situation sans détour. Le public ne pardonne pas aux perdants. Et dans cette histoire, Vauquier apparaissait comme celui qui avait payé l'addition. 3 semaines plus tard, il tenta de reprendre la main. À Lyon, devant près de 2000 militants, il monta sur scène pour relancer la dynamique. Il reconnut la rudesse des jours précédents, mais appela à la résistance, assurant que la droite républicaine restait indispensable pour l'avenir du pays. Pourtant, quelque chose avait changé. Les applaudissements manquaient d'ardeur, les visages semblaient plus réservés.
L'élan d'autorité dont il bénéficiait auparavant s'était fissuré. Un adhérent le constatait lucidement. Il pouvait bien afficher la normalité. Tout le monde gardait en mémoire ces 24 heures où il avait été publiquement désavoué. Le choc ne s'est pas arrêté aux portes de l'Élysée. Politiquement, la facture fut salée. Ce rapprochement entre LR et la majorité présidentielle, encore crédible quelques semaines auparavant, devint soudainement inenvisageable. Entre les deux camps, la suspicion s'installa durablement. Dans les rangs républicains, la question revenait sans cesse. Après un tel épisode, comment accorder la moindre confiance au chef de l'État? Certains estimaient avoir été dupés une fois et juraient qu'il n'y aurait pas de seconde tentative. Du côté macroniste, on tentait d'éteindre l'incendie à coups de formules rassurantes. On parlait d'incompréhension, de circonstances mouvantes, d'un contexte qui aurait simplement évolué. Mais derrière ces mots, la rupture était réelle. Un analyste politique résumait la situation avec lucidité. Vauquier était devenu persona non grata à l'Élysée. Il lui-même n'oublierait jamais l'affront. Le fossé semblait creusé pour longtemps. 6 mois plus tard, lors du congrès de décembre 2026, la blessure était encore vive. Vauquier devait défendre son fauteuil face à plusieurs prétendants. Dans les discussions internes, l'épisode Matignon revenait comme une ombre persistante. Certains doutaient désormais de sa capacité à mener le parti vers la victoire. La bataille fut rude. Ses opposants internes ne manquaient jamais de rappeler la séquence de mars, devenue argument central contre lui. Louis persistait. S'il fallait recommencer, il agirait de la même façon. Mais la confiance s'était effritée. Au 3e tour, le verdict tomba. Battu de peu par Valérie Pécresse, revenue sur le devant de la scène après son échec présidentiel. Pour beaucoup, c'était la fin d'un cycle. L'épisode de mars 2026 avait fini par lui coûter la direction du parti. Lors de son discours de départ, il tenta de conserver une posture digne, affirmant avoir servi la formation politique avec loyauté et souhaitant à ses successeurs de réussir là où lui avait échoué. Mais en coulisses, la déception était palpable. Ses proches confiaient qu'il n'avait jamais digéré cet affront. Il se sentait encore trahi. Aujourd'hui, près de 2 ans après ces événements, Vauquier reste à la tête de sa région. Pourtant, sur la scène nationale, son élan paraît brisé. Selon un biographe, ces 24 heures ont interrompu sa trajectoire ascendante. Habitué au succès, il peine encore à accepter cette humiliation exposée aux yeux de tous. D'après l'un de ses proches, le sujet revient régulièrement dans ses conversations. Pas comme un simple revers électoral, mais comme une cicatrice mal refermée. Car au-delà de la défaite politique, c'est son orgueil qui a été atteint. Lui qui se voyait stratège de son propre parcours, s'est retrouvé figurant dans un scénario écrit par d'autres. Un ancien ministre résume la leçon avec une pointe d'ironie. La capitale ne pardonne rien. Peut-être, suggère-t-il, que Vauquier n'était pas totalement préparé à ces subtilités parisiennes, lui l'élu solidement ancré en région. Pendant ce temps, Sébastien Lecornu poursuit sa route à Matignon sans vaciller. L'épisode de mars 2026, qui a fait chuter l'un, a consolidé l'autre. Même certains adversaires lui reconnaissent un talent certain pour la manœuvre. En un seul mouvement, il a neutralisé un rival potentiel tout en affirmant son autorité. Cette séquence est déjà citée comme exemple dans les discussions sur les stratégies de pouvoir. En une seule journée, un homme a vu une ascension annoncée se transformer en humiliation publique, pris au piège d'un jeu dont il ne maîtrisait pas toutes les règles. Un politologue y voit l'essence même du combat politique, brutal, sans pitié. Vauquier aurait payé le prix de sa confiance excessive, tandis que Lecornu aurait démontré que, dans ces arènes-là, les limites sont souvent mouvantes. Reste à savoir comment l'histoire tranchera. Manœuvre habile ou manipulation discutable. Le débat demeure. Une certitude toutefois, ces 24 heures ont laissé une trace durable chez Laurent Wauquiez. Elle figure sans doute parmi les moments les plus éprouvants de sa trajectoire publique. 2 années s'écoulèrent avant que le récit ne bascule à nouveau. Cette fois, ce ne furent pas des rumeurs, mais des confidences publiées noir sur blanc. Dans ses mémoires, un ancien conseiller présidentiel affirma que la démission annoncée n'avait jamais été sincère. Tout aurait été planifié pour jauger l'opposition et neutraliser des rivaux potentiels. Invité sur France 2, Wauquiez ne mâcha pas ses mots.
Il affirma avoir servi de levier dans une stratégie qu'il qualifia de cynique. Cette prise de parole raviva l'affaire et l'image de l'ex-président de LR commença lentement à se redresser. À l'automne 2027, il passa à l'action en déposant plainte. Selon lui, les citoyens méritaient de savoir si les mécanismes démocratiques avaient été instrumentalisés. Après 2 ans de retenue, il changeait de posture. Fini la discrétion, place à l'offensive. La reconquête atteignit son apogée lors des européennes de 2028. En tête de liste, il surprit en décrochant 18% des suffrages, un résultat que peu d'observateurs avaient anticipé. Le soir des résultats, il y vit la confirmation d'un retournement symbolique. La vérité, selon lui, l'avait emporté sur les manœuvres. Ce score marquait la fin d'une période d'isolement politique. À chaque intervention publique, il revenait sur le printemps 2026, érigé en exemple des dérives du système. Et ce récit trouvait un public. Une partie de l'électorat, déjà ébranlé par diverses révélations, se reconnaissait dans cette dénonciation d'un pouvoir jugé opaque. Les sondeurs parlaient d'un renversement presque théâtral. En l'espace de 2 ans, l'image s'était inversée. Celui que beaucoup avaient catalogué comme le grand perdant de 2026 apparaissait désormais comme une figure injustement sacrifiée. La perception avait basculé. Ce regain d'estime ralluma aussitôt les conjectures. Et si l'ancien patron de LR visait l'Élysée en 2030? Pour nombre d'observateurs, l'hypothèse n'avait rien de fantaisiste. Il cumulait l'expérience, une légitimité forgée dans l'épreuve et surtout cette aura de rescapé qui séduit un électorat avide de sincérité. Lui, habilement, entretenait l'ambiguïté. Interrogé sur ses intentions, il se contentait de renvoyer à plus tard toute décision, affirmant se consacrer à la reconstruction de sa famille politique. Rebâtir la droite après les tempêtes successives, voilà, disait-il, son chantier prioritaire. Son parcours, chute spectaculaire puis remontée progressive, devenait un récit presque pédagogique. Aux yeux de ses soutiens, il incarnait la capacité à encaisser et à revenir. Il avait traversé l'épreuve et en était ressorti renforcé. Cette symbolique lui conférait une autorité morale singulière, difficile à contester. En meeting, il liait son histoire personnelle à celle de son camp. Tous deux auraient connu le discrédit et la marginalisation avant de se relever. Le message était clair. L'humiliation n'était pas une fin, mais un point de départ. 3 ans après ces 24 heures qui avaient failli briser son élan, Vauquier observe le chemin parcouru. Celui qui quittait l'Élysée abattu au printemps 2026 est redevenu un acteur central du débat national. Dans des confidences rares, il reconnaît que cette séquence fut la plus rude de sa vie publique. Pourtant, ajoute-t-il, elle lui aurait offert une leçon essentielle. On ne se construit vraiment qu'en affrontant l'adversité. Cette idée irrigue désormais son discours. Il se présente comme celui qui a payé pour ses erreurs, compris ses faiblesses et en a tiré des enseignements. Il promet de ne plus jamais se laisser surprendre de la même manière. L'épreuve l'aurait rendu plus vigilant, mais aussi plus combatif. Ses opposants le constatent. L'homme de 2028 n'a plus grand-chose à voir avec celui de 2026. L'épisode l'a durci. Là où il pouvait paraître confiant à l'excès, il affiche désormais une détermination sans concession. Un ministre le reconnaît à demi-mot. Il est devenu un adversaire redoutable. L'humiliation ne l'a pas brisé, elle l'a transformé. Et cette fois, promet-il, il ne laissera rien passer. Depuis qu'il a pris la tête du groupe LR au Sénat en septembre 2027, Vauquier a changé de registre. Fini le temps de la retenue, place à une opposition méthodique et déterminée face au gouvernement Lecornu. À l'entendre intervenir, déposer des amendements ou monter à la tribune, on devine que le souvenir du printemps 2026 n'est jamais bien loin. Un chroniqueur parlementaire y voit une revanche soigneusement orchestrée. À chaque texte examiné, à chaque joute en séance, il règle ses comptes point par point. Ce n'est plus seulement un affrontement idéologique, c'est une bataille d'endurance. Et la méthode produit des effets. Là où l'exécutif avançait autrefois avec une relative aisance au Palais du Luxembourg, il doit désormais composer avec une opposition structurée, disciplinée et offensive. Un élu de la majorité le reconnaît.
Vauquier a métamorphosé son groupe en force de frappe. Ils interviennent partout, avec une redoutable coordination. Cette montée en puissance complique sérieusement la tâche du premier ministre. Habitué à évoluer sans véritable blocage institutionnel, le Cornu découvre ce que signifie avoir face à soi un adversaire animé par un sentiment de revanche. Dans son entourage, certains admettent à demi-mot que l'épisode de 2026 a peut-être été une faute stratégique. En humiliant son rival, il a créé un opposant déterminé, presque obsédé. Car cette confrontation dépasse la querelle personnelle. Les effets sont tangibles. Plusieurs réformes majeures ont été freinées, amendées ou réécrites sous la pression du groupe sénatorial conduit par Vauquier. Un constitutionnaliste résume la logique. Il a trouvé dans le Sénat son terrain de reconquête. En investissant pleinement cette institution, il s'est redonné un rôle central dans le débat politique national. Et force est de constater que le pari porte ses fruits. Plateau télé, éditoriaux, analyses, partout le même constat s'impose. Vauquier est redevenu une figure centrale du paysage politique. Pour certains historiens de la Ve République, son retour compte parmi les plus impressionnants qu'ait connu cette période. Rares sont ceux qui ont su transformer une déconvenue aussi publique en levier de relance. Cette résurgence soulève inévitablement la question de la suite. À 52 ans, l'ancien président de région n'a rien d'un retraité politique. Beaucoup le voient déjà viser plus haut. Dans son entourage, on murmure qu'il n'a pas soldé ses comptes. Les 24 heures du printemps 2026 continueraient de l'habiter. Certains proches parlent d'un moteur intérieur, presque d'une obsession. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas répondu à ceux qui l'ont exposé. Cette énergie, nourrie par le souvenir de l'affront, pourrait bien façonner la prochaine étape de son parcours. Car s'il a retrouvé sa place dans le débat national, il estime ne pas avoir encore obtenu réparation. Pour un analyste, le véritable affrontement aura lieu lors de la prochaine présidentielle. S'il entre en lice, ce ne sera pas seulement pour briguer la magistrature suprême, mais aussi pour solder l'histoire. En attendant, il avance avec les marques laissées par cet épisode. Mais ces traces ont changé de nature. Ce qui ressemblait à une cicatrice est devenu un insigne d'endurance. L'échec s'est transformé en argument d'autorité, l'excès de confiance en leçon apprise, la chute en point d'appui. Ces 24 heures resteront comme un moment singulier de la vie politique récente, un concentré de brutalité institutionnelle et de capacité humaine à rebondir. Vauquier en est sorti touché, certes, mais renforcé. Peut-être est-ce là l'enseignement principal. Ce ne sont pas les revers qui forgent une réputation, mais la manière dont on s'en relève.